tenu de toutes les données algériennes, nationales, internationales du problème, je considère comme nécessaire que ce recours à l'autodétermination soit proclamé aujourd'hui. Le 29 janvier 1960, le GPRA répond par la voix de son président, Farhat Abbad. Le droit de disposer librement de son destin est enfin reconnu au peuple algérien. Cette évolution n'a été possible que parce que depuis 5 années, le peuple algérien résiste victorieusement à l'une des plus sanglantes guerres de reconquête coloniale. Elle n'a été possible que parce que le Front de libération nationale et l'armée de libération nationale poursuivent et poursuivront, si l'on était nécessaire, le combat libérateur. Elle n'a été possible enfin que grâce au soutien de tous les peuples frères et amis et à l'appui de l'opinion publique internationale. Le 11 décembre 1960, les Algériens manifestent leur soutien au GPRA. Répression. Arrestation. Bilan, 80 morts et 266 blessés. Les choses se sont aggravées à partir des manifestations des 9, 10 et 11 décembre. Là, il y a eu la coupure entre les communautés. Chaque communauté a rejoint les quartiers majoritaires. Le 21 avril 1961, les généraux Chal, Jouot, Zeller et Salan prennent le pouvoir à Alger. Ils sont aidés par des parachutistes et des légionnaires. On n'abandonne pas l'Algérie française. Une grande partie de l'armée et les soldats du contingent ne les suivent pas. Ils abandonnent. Chal se livre alors que Jouot, Zeller et Salan basculent dans la clandestinité. Traiter avec les rebelles qui se conduisent un assassin et dont certains se plaisent à louer la résolution et le courage, je réponds non. La France, en Algérie, défend l'Occident en barrant la route à l'impérialisme soviétique. Depuis l'Espagne où il s'est réfugié, le général Salan déclare poursuivre le combat pour l'Algérie française. La retraite madrilène de Salan voit défiler les ultras d'Algérie venus se mettre sous les ordres. Le général Gardi, l'industriel André Canal, Joseph Ortiz, patron du bar Le Forum et numéro 1 du FNF, Front National Français. Mais aussi les accusés du procès des barricades, Jean-Maurice Desmarquet, Marcel Ronda, Jean-Jacques Suzini et Pierre Lagaillarde, profitant d'une suspension de séance, prennent la poudre d'escampette et rejoignent Madrid. C'est donc le 11 février 1961, sous la protection de l'Espagne franquiste et la houlette de Jean-Jacques Suzini et Pierre Lagaillarde, qu'est née l'OAS, Organisation de l'armée secrète. Le général Salan prend la tête de l'organisation. Suzini dirige le service politique. Pierre Lagaillarde, le service action. L'OAS recrute dans tous les milieux pieds noirs, des nostalgiques de Vichy, des fascistes, des poujadistes, des industriels et des officiers supérieurs. Tout naturellement, à la fin du putsch, certains camarades se sont rendus au général de Gaulle. Moi, j'ai refusé. Il était absolument exclu que je me rende jamais à cet homme. Bon. Et après un mois ou un mois et demi de réflexion, j'ai décidé de travailler dans le cadre de l'OAS. Une organisation comme celle-là, clandestine, révolutionnaire, ne peut utiliser que la violence. On y retrouve aussi des ex-communistes, des pauvres de Bab el-Oued, des anciens de la résistance, des étudiants, des médecins et des aristocrates. Tous ont un même but, une Algérie française par tous les moyens.
Mais que voulait donc l'OAS? Eh bien, je vais vous répondre d'une manière très claire. L'Algérie était dans le malheur. Avec, vous le savez, du côté des Européens d'Algérie, une angoisse considérable depuis 1954, car ils étaient menacés d'avoir à quitter la terre sur laquelle ils étaient nés, et des angoisses aussi profondes et multiples de la part des musulmans d'Algérie. Nous avons voulu d'abord sortir de ce malheur. Et pour sortir de ce malheur, il nous est apparu qu'il fallait absolument reprendre les rênes politiques de la France en main et indiscutablement de changer le gouvernement français. Donc l'OAS était devenue une organisation terroriste, il faut bien l'appeler comme cela, c'était du terrorisme, dont le but était d'obliger le gouvernement français à briser d'abord les accords d'Évian, à ne pas s'engager dans les accords d'Évian d'abord, ensuite à les briser, à ne pas les respecter, et puis à peut-être créer un tel chaos qu'il serait impossible de voir émerger un État libre comme l'Algérie. Voilà. Il y avait entre décembre 1961 et juin 1962 au moins 4 assassinats d'Algériens par jour. Je parle des Algériens, et ils n'étaient pas les seules cibles. Les jeunes Français du contingent étaient la cible, les militaires, les gendarmes, les gardes mobiles, jusqu'à tel point que l'OAS a même abattu le 14 juin 1962 le général de corps d'armée, le général Ginesté, et le colonel médecin Mabi. Ils sont arrivés jusqu'à ce point-là, et là, ça a été l'action des francs-tireurs de l'OAS. Donc on va assister à partir du 24 août, il y a eu déjà des événements un petit peu avant, mais à partir du 24 août, 23-24 août 1961, une sorte de bataille de Troie. Le FLN qui se bat toujours contre l'armée, c'est normal, l'armée qui se bat toujours qui attaque le FLN, l'OAS qui attaque et le FLN et l'armée, et le FLN qui attaque l'OAS. Contrairement à ce qu'ont pu dire certains historiens, il y a eu une bataille entre le FLN et l'OAS. Et qui va aller en crescendo, en s'aggravant. Mais il n'y avait pas d'autre solution pour nous, en 1960-1961, que le recours à la force. Nous ne pouvions pas faire autrement. Au fond, tous les gens qui se sont engagés dans l'OAS auraient préféré très certainement continuer à mener une vie normale, avec le pays qui était le nôtre et qui était fabuleux, le climat, le soleil, la mer. Ils ont pris des risques considérables, parce qu'ils étaient totalement désespérés. Et je dois dire que le général de Gaulle a eu dans ce désespoir des uns et des autres une responsabilité écrasante. Car il faut bien dire qu'il nous a trompés. Zerali Rabah, le commandant Azdin, chef du commando de choc Ali Khoja, commandant militaire de la Wilaya 4 et membre du Conseil national de la Révolution algérienne. Âgé alors de 27 ans, Azdin démissionne de son poste d'adjoint au chef d'état-major de l'ALN et rejoint Alger pour prendre en main la zone autonome. C'était à partir d'une initiative personnelle, soumise à Ben Khedda, qui était président du GPRA, où voilà, on veut y arriver le plus rapidement possible. Est-ce que tu peux nous fournir les moyens? C'est-à-dire, est-ce que tu as une organisation? Et il a trouvé le réseau, un réseau dormant, à Keraman, pour nous faire traverser de Tunis par la voie la plus rapide, aller à Paris, et de Paris rentrer par les voies aériennes sur Alger. Voilà un papier, le faux papier avec lequel je suis rentré, Serrano Georges, gendarme auxiliaire, voilà, je suis arrivé à Alger le 18 janvier. Voyageant séparément, le faux Serrano Georges et le capitaine Simoussa rentrent à Alger. Dans le même avion, Biquette Desrogies du réseau Keraman dissimulait sur elle des papiers du FLN. Il y avait dans ces papiers l'ordre de mission signé par Ben Khedda pour réorganiser la Wilaya 4, ainsi que l'ordre de mission disant à toutes les wilayats que je suis rentré avec l'accord bien sûr du GPRA, pour une mission bien déterminée. Évian, mars 1962.
Camille Blanc, maire de la ville, est assassiné par l'OAS. À Alger, pas moins de 130 bombes explosent dans la nuit du 4 au 5 mars, à la veille des négociations entre le FLN et le gouvernement français. Dans toutes les villes, il y avait l'OAS, mais particulièrement et surtout la capitale. Il y avait un nombre énorme. À Alger, il n'y avait pas encore le cessez-le-feu sur ce domaine. Il tuait le pharmacien comme il tuait la femme de ménage. Et il y avait bien sûr les FIDAI, parce qu'à la situation spéciale, il fallait répondre par une organisation spéciale. Et on a commencé à se structurer en fonction du déploiement de force de l'OAS et de son organisation. Le 18 mars 1962, l'accord sur le cessez-le-feu est signé à Évian. Il met un terme à de longues et difficiles négociations entre le FLN et le gouvernement français. Le 19 mars, le cessez-le-feu est décrété en Algérie. Après le cessez-le-feu, l'OAS décrète une grève générale. Et dès le 20 mars, elle se lance dans une campagne de violence terrible, la politique de la terre brûlée. Les tirs de mortier sur la ville nouvelle ou sur le Hamri, ça tombe où ça tombe, et il y aura toujours des Algériens, puisqu'il n'y a plus de Français dans ces quartiers, il y aura toujours des Algériens qui vont mourir. Et malgré cela, les Algériens vont tenir, le FLN va tenir, ça va aller encore beaucoup plus loin. C'est que les soldats français blessés par l'OAS refusent de se rendre à l'hôpital civil, où ils sont sûrs qu'ils vont être achevés par des médecins, des infirmiers, des infirmières qui travaillaient avec l'OAS, où ils vont se faire soigner. Ils vont se faire soigner dans les hôpitaux de fortune, tenus par le FLN. Et ça va, ce petit détail, mais en fait ce n'est pas un détail, va fortement marquer les esprits, et notamment ceux de la presse internationale qui s'était déplacée en masse à Oran. They killed people, I would say, almost indiscriminately. One of the most ghastly things that I remember of that whole period was a mortar shelling of perfectly innocent Algerian civilians on what was then called the Place du Gouvernement near the Kasbah. And I just happened to be within 50 yards of it happening, grabbed a photographer who was then at the Hotel Aleti. We rushed back. We went to the main hospital where they were being given first aid. And I remember being inside a ward and watching all these people, many of them dying and hideously injured, and listening, eavesdropping on a conversation between doctors, medical students, nurses, and realizing to my horror that one of the doctors had in fact taken part in the attack. So that was the kind of war it was. Vous savez, quand on a pris le commandement de la zone autonome, on avait des instructions bien précises. Le respect des accords d'Évian. Il ne fallait pas qu'on réponde aux provocations de l'OAS. Faites attention qu'il n'y ait pas de réaction qui remette en cause le cessez-le-feu. C'est ce que l'OAS visait. C'est qu'une certaine partie de l'armée aussi ne demandait qu'à descendre. La population, elle en avait marre. Nous, on répondait aux ordres venant de l'extérieur, venant du GPRA, nous disant il ne faut pas répondre aux provocations. Mais on faisait des enlèvements. Quotidiennement, une vingtaine à peu près d'enlèvements sur tout le territoire national, de la zone autonome. Mais c'est des enlèvements sélectifs. C'était des gens connus, des criminels. On n'allait pas tirer à l'aveuglette sur la population européenne. C'est ce qu'il voulait l'OAS. Un jour, la population de la Kasbah, ils en avaient marre. Et on leur a fait sous-entendre qu'on n'est pas aussi pacifiste qu'ils le croient. On faisait quelques actions. Il y a eu des projets d'enlèvement des chefs de l'OAS, comme Georgopoulos, comme Micheletti, Tabarot. Là, le FLN, vraiment, il a pris les devants. Il a essayé avec ses moyens de bord
pour les prendre, pour les enlever et mettre fin à cette guerre sanguinaire, génocidaire. Mais il a aussi pris en charge quelques opérations de représailles contre les Européens, comme ça a été pour venger un peu les victimes algériennes. Le 28 mars 1962, l'exécutif provisoire de l'État algérien s'installe à Rocher-Noir. Il est composé de 12 membres, désignés conjointement par le GPRA et le gouvernement français. Abdelrahman Falès est nommé président et le docteur Chokri Moustaphaï, ambassadeur du GPRA à Rabat, sera le principal représentant du FLN dans l'exécutif. Le FLN, à partir d'avril 1962, après les accords d'Évian, le FLN, l'ALN, l'état-major de la Wilaya 5, il a dépêché à Oran un responsable de la zone autonome d'Oran, côté FLN-ALN. Ça a été le capitaine Barti, Nemmi Jelloul. Là, c'était lui qui a pris en charge, au point de vue sécuritaire, l'organisation. Si c'est vrai que le cessez-le-feu, ce n'était pas la paix. Ce n'était pas la paix parce qu'il restait encore au sein de l'administration des gens qui continuaient à aider l'OAS et même, beaucoup étaient dans l'organigramme de l'OAS. Dans la police, il y avait des gens qui étaient encore. Dans l'armée, il y avait, mais avec le cessez-le-feu, c'était eux maintenant qui rentraient dans la clandestinité et nous, on commençait à travailler un petit peu la tête hors de l'eau. Et à partir du 19 mars, ce qui va être extraordinaire et qu'ont souligné tous les observateurs, notamment les journalistes, c'est comment le FLN va réussir du 19 mars au 4 juillet à tenir la population algérienne et à l'empêcher de répondre aux provocations de l'OAS. Le général Katz, qui commandait la zone d'Oran, le dit, hein, il n'y aura plus d'attentats du FLN. Il va y avoir une sorte d'alliance objective, hein, il y aura des appels du FLN, mais enfin, il va y avoir une sorte d'alliance objective entre l'armée française et le FLN. Hein, ne nous attaquez plus, respectez le cessez-le-feu, nous on s'occupe de l'OAS. Et après le 19 mars, on avait des contacts indirects à travers l'exécutif avec Vitalis Cross, qui était le préfet IGAM d'Alger. La première grosse défaite de l'OAS à Oran, ça a été le 25 mars, avec l'arrestation du général Jouot. Et plus l'OAS reçoit des coups, plus les éléments extrémistes de l'OAS deviennent encore dangereux et répondent par la violence aveugle, au moins aveugle. Il faut dire qu'à cette époque-là, Oran était quasiment dans les mains de l'OAS et l'OAS nous tirait dessus. Nous étions dans l'immeuble de la préfecture, et, je dirais, plusieurs fois par jour. Et c'était un contexte extrêmement dur que celui de la fin de l'Algérie française à Oran. Les responsables de l'OAS vont refuser et vont décréter encore pire, vont décréter la politique de la terre brûlée. L'OAS a incendié tous les bâtiments publics, la poste, le central téléphonique, la bibliothèque municipale, les écoles. La préfecture a été bombardée au bazooka. Donc l'ambiance d'Oran, il faut l'avoir vue, mais le port était en flammes, il y avait des colonnes de flammes et une fumée qui s'élevait à plusieurs centaines de mètres de hauteur dans le ciel. C'était une ambiance de fin du monde. Le sang ne cesse de couler d'Alger à Oran. C'est la terreur. Les gens qui vont travailler ou chercher du travail ne savent pas s'ils vont rentrer chez eux ou tomber dans la rue. Le 7 juin 1962, la bibliothèque de l'université brûle. 500 000 volumes partent en fumée. Le 2 mai, au port d'Alger, alors que les dockers attendent devant le bureau d'embauche, une explosion déchire la foule. Une voiture piégée fauche plus de 150 Algériens et fait des centaines de blessés. Même en évacuant les blessés, des fenêtres, des balcons, de partout, ils tuaient les blessés sur les ambulances, sur ça.
Il y a eu un élan de solidarité extraordinaire ce jour-là. Parce qu'il nous fallait des matelas, il nous fallait des maisons pour recevoir ces malades. Les assassinats se multiplient au fil des jours. L'OAS incendie, plastique les cliniques et achève les blessés dans leur lit. Cette OAS qui était devenue squelettique au moment où elle faisait le plus de ravages, parce qu'elle était squelettique, mais elle faisait des attentats extraordinaires, au point que nous avions été obligés avec le délégué général de mettre dans des camps de concentration les jeunes à qui on donnait des armes, parce que l'OAS donnait des 11-43 à des jeunes de 16 à 20 ans, et leur disait, il faut tuer 10 musulmans, n'importe lesquels, dans la rue. Voilà comment ça se passait au mois de mai. Les renseignements que nous recevions quotidiennement, et c'était la Hibark comme ça. Et surtout, c'était nos merveilleuses mères, nos merveilleuses femmes, les femmes de ménage qui travaillaient chez les Européens. Parce que chaque Européen qui était membre de l'OAS, qui faisait peut-être tuer dehors n'importe quel Algérien qui passait devant lui, sa Fatma, pour lui, elle n'était pas comme les autres. Et chaque Fatma, dans chaque famille européenne, elle était considérée pas comme les autres. C'était des Fatmas militantes, nationalistes, qui aimaient leur pays. Et tous les soirs, on avait une donnée très importante qu'on triait et qu'on envoyait à l'exécutif et on envoyait à Vitalis Cross, ainsi qu'au capitaine Lacoste. Il y a eu la journée des facteurs, par exemple. Ils tuaient tous les facteurs musulmans qu'ils rencontraient. On donnait une arme à des enfants de 18 ans, il fallait tuer les facteurs. Une autre fois, les femmes de ménage. Une autre fois, il fallait tuer les pharmaciens, etc. Donc le terrorisme a pris des formes gigantesques. Alors là, je tiens à signaler une chose qu'on n'a pas dit toujours, n'est-ce pas? C'est que le nombre d'attentats OAS en 6 mois, pendant que j'étais préfet de police à Alger, à l'époque où j'étais plus longtemps que ça, mais dans les 6 mois, c'est-à-dire de décembre à juin, de décembre 61 à juin 62, a été 4 fois plus important que le nombre des attentats du FLN en 6 ans. On a répondu après la bombe le 2 mai, et là, après une réunion houleuse dans la zone autonome d'Alger, à Bellecour, il n'y avait qu'une seule voix qui n'était pas d'accord pour déclencher l'action. Avec du recul, Wallah, il avait raison. C'était Omar Siddiq. Il avait peur, même qu'à travers cette action, on remette en cause le résultat de 7 ans et demi de guerre. Et on avait déclenché l'action sur tout le territoire de la zone autonome. Et on a tué, je crois, 17 barkas. 17, je ne sais pas, je ne me rappelle pas exactement. 17 et je ne sais pas combien de blessés. Moi, le lendemain, j'ai tenu une conférence de presse à Bellecour en disant, et là c'était le fameux bluff, un bluff énorme, Gotloum, j'ai déclenché, je suis le commandant Azdin, membre du conseil de la Wilaya 4, membre de l'état-major général, membre du CNRA, Conseil national de la révolution algérienne, responsable de la zone autonome, j'ai déclenché après avoir eu l'accord de toutes les wilayats. S'il y a reprise des hostilités, c'est à travers tout le territoire national, avec l'accord du CNRA et de Jebara. C'était un bluff. Je les ai impliqués alors que c'était uniquement au niveau de la zone. Ça a marché. Les attentats OAS se comptent par centaines. Pour les mois de mars, avril et mai 62, on dénombre pas moins de 2377 attentats. Lisons ce livre de Carreras, c'est l'OAS qui a cherché le contact avec le FLN. Et ils ont sollicité l'aide de Jacques Chevalier et de Jean-Marie Tinet. Ces hommes de bonne volonté qui ont bien voulu accepter
pour intercéder entre l'OAS et le FLN, on pensait que Fares était l'homme idoine. Peut-être aussi sur les indications de la partie française qui considérait que Fares jouissait de toute la considération du FLN et qui pouvait l'engager dans une opération pareille. C'est donc bien l'OAS qui a pris l'initiative, qui a chargé Beaujard de prendre contact avec Fares par l'intermédiaire d'un de leurs militants, Bastianetto. Mais si on lit Fares, le livre de Fares, d'après lui, il a pris l'initiative de contacter l'OAS parce qu'il voyait dans cette initiative le moyen, comment dirais-je, de sauver le peuple algérien des massacres et en filigrane peut-être d'autres projets. À ce moment-là, l'indépendance de l'Algérie devenait une réalité incontournable. Et qu'à un moment donné, on est bien obligé de tenir compte des réalités. On peut très bien ne pas être d'accord, on peut très bien, quand on n'a pas de responsabilité, s'opposer plus par la parole et la pensée que par l'acte à une situation historique que l'on refuse, mais quand on a des responsabilités, et j'en avais, on est obligé de tenir compte des réalités. La première personne qui m'a donné son accord, quand j'ai parlé de négociation avec le FLN, ça a été le général Salan. Ça a été également, j'en avais déjà parlé au lieutenant de Gueldre, qui avait en main, je dirais, la force de frappe de l'OAS, tout au moins pour Alger. Et tous m'ont donné leur accord. Donc, je me suis engagé, non pas après avoir fait un micro-référendum ou une mascarade de référendum. Ce qui m'intéressait, c'était d'avoir l'accord de mes supérieurs et l'accord de mes pairs. Et l'accord de mes supérieurs m'a été donné tout de suite. Je n'ai même pas eu besoin de consulter le général Jouhaud, qui s'est manifesté après pour dire également son accord. Je savais que Jouhaud était né dans l'Oranie, à Bousfer, et je savais qu'il ne pouvait pas penser autrement que je ne pensais. S'il avait respecté la règle et la discipline de la hiérarchie de notre organisation, si l'on avait parlé au groupe FLN, ou à moi personnellement, directement, il est probable que les choses n'auraient évolué différemment. Lorsque j'ai pris les premiers contacts avec Abderrahmane Fares, nous nous sommes vus quelques jours après. Nous étions déjà d'accord, et nous sommes tombés d'accord au cours de nos conversations sur un certain nombre de choses qui me paraissaient évidentes. La nécessité du maintien des Européens en Algérie. D'abord, en se plaçant d'un point de vue de l'équité, du droit, et également en se plaçant du point de vue de l'intérêt de l'Algérie et de l'intérêt des musulmans d'Algérie. Il était absolument certain que le départ des Français d'Algérie était une catastrophe pour l'Algérie. Et deuxièmement, il est certain aussi que ce que nous voulions, à savoir l'instauration d'un régime démocratique, fondé sur les élections, des élections abritées de ce que pouvait tenter l'ALN de l'extérieur, soit de la Tunisie, soit du Maroc, en réclamant la fermeture des frontières, etc., durant au moins 6 mois, c'était la seule façon d'établir un régime démocratique et progressiste en Algérie. Beaucoup de gens m'ont fait participer indûment à la première réunion de Fares avec Suzini, qui était fixée le 18 mai dans une ferme pas loin de l'Allemagne. Même le commandant Azdin, dans son livre « Nous étions des Félagas », raconte, il écrit que la réunion dans la ferme de l'Allemagne, j'étais présent avec Fares et Suzini, ce qui est une contre-vérité absolument flagrante. Azdin ne l'a pas inventé, il a dû la lire quelque part, sinon il n'aurait pas fait. Mais voilà une erreur. Fleury, par exemple, Georges Fleury, dans son dernier livre, me fait assister indûment à une réunion du 1er mai chez Jacques Chevalier. Mais alors, il me fait endosser un certain nombre de concessions, comme si on avait vendu l'Algérie à l'OAS. C'est innommable. C'est incroyable que des gens qui se prétendent historiens puissent écrire des énormités pareilles. Ce que nous pensons personnellement d'éventuels contacts entre le FLN et l'OAS,
c'est qu'ils sont parfaitement inutiles. Tout le monde sait que le FLN a signé un accord avec le gouvernement français, que l'exécutif provisoire est né de cet accord et qu'il est chargé d'appliquer la politique définie par les accords d'Évian. En ce qui concerne les tueries et les massacres, l'OAS peut très bien les faire cesser sans avoir à poser des conditions, car elles ne se justifient aucunement d'un point de vue politique. Ce qui s'est passé quelques jours plus tôt nous incite à rectifier un petit peu ce que nous disions, parce que nous ne savions pas, à ce moment-là, le 30 mai, que les égouts de la Casbah et les égouts de Bellecure étaient dynamités. C'est un rapport du colonel Debrousse, responsable de la gendarmerie dans l'armée française, qui a fourni ces informations et ce document à Asdin au titre de la zone autonome. J'ai vu le docteur Mostefaï en compagnie d'Abderrahmane Farès après avoir rencontré 2, 3, 4 fois, je ne m'en souviens plus aujourd'hui, il faudrait que je consulte mes notes, le président Farès. Mostefaï m'est apparu comme un homme d'ouverture, qui était peut-être plus ferme dans ses positions qu'Abderrahmane Farès. Leur parcours n'avait pas été les mêmes. Abderrahmane Farès, ne l'oublions pas, a été un vieux parlementaire français en Algérie. Il a été président des délégations financières, qui était la première assemblée élue en Algérie. Bien, donc Farès était plus diplomate que Mostefaï. Mais Mostefaï était un homme de franchise. C'était un homme avec qui, moi, j'ai trouvé tout de suite la possibilité de discuter, et nous sommes très vite tombés d'accord sur un certain nombre de points qui étaient, au fond, des points évidents. Si l'on voulait que l'Algérie évite de connaître une nouvelle guerre civile, si l'on voulait que les Européens y restent et que les Européens acceptent de participer à la construction d'une Algérie nouvelle. C'est là-dessus, surtout, que nous nous sommes expliqués. Après, moi, je suis entré dans des détails concernant l'avenir, la diplomatie internationale, etc. Puisque, bien entendu, j'avais déjà dit à Farès que nous souhaitions participer aux grandes décisions que prendrait le pouvoir en Algérie. C'était une chose très importante. En ce qui concerne la question de négociation, de contact avec l'OAS, nous n'étions pas au courant. Je tiens à vous dire, nous n'étions pas au courant jusqu'au jour où nous avons reçu la visite dans notre PC à Bellecour, Fidar Hamoud Boualam, c'est Mostefaï Choukri, qui est venu nous expliquer, voilà, ça. Et on lui a répondu. Et on lui a dit, au lendemain du déclenchement de la lutte armée contre le colonialisme français, on a fait appel à la population européenne, aux Juifs d'Algérie, etc., que c'était une guerre de libération contre le colonialisme, qu'il fallait qu'ils choisissent leur camp. On a fait appel à plusieurs fois à la population pied noir. Jamais on n'a eu de réponse, au contraire. On les a trouvés en face de nous. Ils avaient choisi leur camp. Alors, il y a eu les accords d'Évian, il y a eu des négociations. Et celui qui était apte pour négocier du sort du peuple algérien, c'était le FLN représenté par le GPRA. Ils ont fait des massacres énormes. Nous avons pris un gosse de l'hôpital Mustapha qui venait d'être opéré, après l'action du 14 mai justement. L'opération, nous avons tout l'appareil digestif. Regarde ces actes de sabotage. Des médecins qui ont fait ça. Il y a la veille de l'indépendance, parce que l'indépendance, elle était là. Il fallait qu'on négocie. Comme circonstance de mon entrée en lice, c'est la flambée des massacres de l'OAS lorsque Farès ayant reçu l'ordre de couper tout contact, l'OAS a considéré qu'elle était trahie par Farès.
et par le FLN. Parce que jusqu'à présent, on le considérait encore comme le porte-parole du FLN. Le jour où j'ai donné l'ordre d'arrêter les attentats sur le Grand Alger, ces attentats se sont arrêtés. Aujourd'hui, c'est reconnu par tout le monde. Bon, ça, c'est clair. Ils ont repris à un moment donné, et ils se sont réarrêtés à nouveau complètement après. Les violences ont cessé de notre côté. Moi, mon souci, à partir du moment où je me suis rendu compte que les accords n'aboutiraient pas, ça a été d'abord la protection de tous ceux qui étaient menacés. Donc la protection de nos propres éléments armés, la protection de la population européenne et la protection de ceux des musulmans qui s'étaient mis sous notre couvert. Maintenant, il est bien entendu que, encore une fois, la guerre, c'est la guerre, et que le FLN menait des actions terroristes auxquelles nous avons répondu par des actes de résistance, parfois, je dirais, fondés sur les mêmes méthodes. Nous ne pouvions pas faire autrement. Dans cette atmosphère de tension extrême, le haut-commissaire Christian Fouché va à Paris, passe une journée et revient. À son retour, il m'envoie, il me demande d'aller le voir, ce que je fais. Et il m'entretient de sa conversation avec le général de Gaulle. Il me dit, la situation est grave, le général de Gaulle est inquiet, et il m'a fait part de son sentiment, c'est qu'il ne voit aucun inconvénient à ce qu'il y ait des pourparlers au plus haut niveau entre l'OAS et le FLN. L'essentiel, c'est de ne rien toucher aux accords d'Évian, qui eux sont définitifs. Nous sommes en face d'une démarche diplomatique, et certainement, ça n'est pas le fait du hasard, c'est un message de caractère essentiellement politique du niveau des deux gouvernements. Nous avons donc décidé, au sein du groupe, de saisir le GPRA et désigner une délégation composée de Fares, Benteftefa et moi-même. Et le lendemain, nous avons demandé au commissariat de mettre à notre disposition un avion pour aller à Tripoli. Du CNRA, il y avait Ben Bella et Mohamedi Saïd. Nous leur avons exposé la situation, les raisons du général de Gaulle, donc du gouvernement français, pour tenter comment dirais-je, d'éteindre le feu en Algérie en négociant, en ayant des pourparlers avec l'OAS. Et le deuxième aspect important, c'était le danger que courait la population de la Casbah et de Belcourt par le dynamitage de ces égouts-là. C'était les deux aspects essentiels de notre démarche. Je rencontre Ben Bella en bas de l'hôtel. Quel est votre point de vue pour d'éventuels contacts avec l'OAS? Faut-il ou ne faut-il pas? Il m'a dit, écoute, nous sommes la minorité, la majorité est à Tunis. Il faut aller consulter la majorité, elle a le droit de décider pour la totalité du gouvernement. Et nous allons à Tunis. Nous nous réunissons avec Ben Khadda, qui était entouré de Bantamba, Laït Ahmed et Yazid. Et nous leur exposons exactement la même chose. Ben Khadda a dit, voilà, ce que je vous demande, c'est de demander à l'OAS d'arrêter les tueries, c'est de reconnaître les accords d'Évian et de soutenir le vote à l'indépendance au moment pour l'indépendance de l'Algérie. Il m'a dit maintenant, quant à l'amnistie, oui, écoutez, essayez de faire pour le mieux. Et c'est ainsi que le lendemain, nous sommes allés à Payar. Nous avons rejoint Boumerdès et le Rocher Noir. La conversation avec l'OAS a eu lieu. Suzini a réclamé un certain nombre de choses qui étaient essentiellement l'amnistie pour tout ce qui avait été fait et le recrutement de Français dans la force locale. Bon. Ma réponse, comme elle figure, a été extrêmement rapide. J'ai dit essentiellement deux choses. L'indépendance de l'Algérie est une certitude absolue. Maintenant, en ce qui concerne les garanties pour les Européens, elles ont été largement débattues pendant
des années entre le FLN et le pouvoir français. Ils sont arrivés à des conclusions extrêmement pointues en ce qui concerne les garanties. Il n'y a plus rien à dire là-dessus. Une seule chose reste. Si nous pouvons calmer les esprits, si nous pouvons apporter un peu de patience et un peu de réconciliation entre les deux communautés pour qu'elles puissent vivre ensemble dans le cadre de ces accords, nous aurons fait un travail considérable et nous en serons reconnaissants. Mais nous vous demandons, bien entendu, d'arrêter immédiatement les activités meurtrières dont vous avez tout parlé jusqu'à présent et de reconnaître officiellement l'indépendance. Je ferai au nom du FLN et des dirigeants que nous avons consultés, nous vous réaffirmons nos sentiments de bonne cohabitation avec les Européens qui voudront bien rester et être algériens. Et de votre côté, vous faites une déclaration et vous décidez d'arrêter les frais. Voilà ce qui peut être fait. Rien ne peut être fait en dehors de ça. Qu'en pensez-vous? Une réflexion, un échange de points de vue de Suzini avec Caruana qui était à côté de lui, parce qu'il n'était que deux. Il dit, bon, d'accord, j'accepte. Et c'est ainsi que nous nous sommes séparés pour une déclaration verbale du côté du FLN et une déclaration de l'OS mettant fin à l'action militaire. Vous avez été critiqué sévèrement sur deux points essentiellement: l'amnistie en faveur des membres de l'OAS et le recrutement des tueurs de l'OAS dans la force locale. De l'OAS était l'amnistie en cas d'accord. Je pense que l'amnistie est un phénomène naturel lorsque on tombe d'accord. Ce qu'il faut, c'est que, avant d'entamer une négociation, sachant que de toute façon, qu'on le veuille ou non, il y aura, on efface ce qui s'est passé, c'est à ce moment-là qu'il faut dire qu'on va vers la négociation ou qu'on rejette la négociation. Or, je suis obligé de rappeler, je dirais solennellement, que ni à Tripoli, ni à Tunis, personne, aucun des membres présents, n'a rejeté formellement une prise de contact avec l'OAS. Donc, le risque d'aboutir à une amnistie était contenu dans l'accord ou dans le non-accord de pourparlers. Dans son livre « La cruelle vérité », je n'ai pas souvenance du recrutement d'un OAS dans la force locale, ni d'un quelconque pendant toute la durée où j'ai exercé mes fonctions à l'exécutif provisoire. Suite aux accords FLN-OAS du 17 juin 62, le groupe FLN de l'exécutif, à l'exception de Belaïd Abdeslam en mission hors d'Algérie, donne sa démission au GPRA. Néanmoins, il assume jusqu'au bout sa mission, la démission n'ayant pas fait l'objet d'acceptation. Quant au docteur Mostofaï, se sentant désavoué injustement, donne sa démission au président de l'exécutif le 3 août 1962. Dans le quartier israélite, dès qu'on va apprendre l'accord FLN-OAS, les Algériens et les Européens vont se rencontrer. Ils vont dire, bon, ben, c'est terminé, on tourne la page. Il y avait des cérémonies de réconciliation entre les communautés auxquelles j'ai participé. Donc il y avait d'un côté l'évêque, les Algériens, les autorités locales, etc. Donc tout ça était un peu surréaliste parce qu'en réalité, il partait de l'idée qu'il ne s'était rien passé, que tout allait reprendre comme avant. Mais ce n'est pas tout à fait la paix. C'est une sorte de paix dans l'expectative. On est là, on se regarde, on se côtoie de nouveau, parce qu'il va y avoir même une manifestation d'Européens en direction de la ville nouvelle.
hein, qui va être applaudi par les Algériens. Donc apparemment tout va pour le mieux. Au départ, il y avait une manifestation d'enthousiasme. Les Algériens qui habitaient ce qu'on appelait la ville musulmane étaient venus, avenue Leclerc, avenue d'Arzeux, donc ils étaient sur des camions, ils défilaient, ils agitaient des drapeaux, etc. Et c'était un mouvement de liesse populaire. Et puis il y a eu des incidents qui ont éclaté sans qu'on en connaisse bien l'origine. Et à ce moment-là, les choses ont tourné au vinaigre. Il va y avoir un ou des coups de feu. Est-ce que c'était des restes, des résidus de l'OAS? D'après les interviews que j'ai pu conduire avec mes collègues, les gens ont dit comment? Nous sommes en train de fêter notre indépendance, même ça, ils ne nous le laissent pas faire. C'est les gens de l'OAS. Donc tous les ressentiments contre l'OAS ont ressurgi, et c'est vrai que des Européens donc qui étaient tout à fait innocents, hein, leur seul crime c'est d'être au mauvais endroit au mauvais moment, hein, c'est-à-dire de se promener dans la rue ou n'être pas rentré chez eux, etc. Donc ont été tués. C'est difficile. Jusqu'à présent, en tant qu'historien, le dossier est toujours ouvert. Il y a encore des zones d'ombre sur les causes, sur les motifs qui ont poussé, qui ont donné naissance à cette journée sanglante du jeudi 5 juillet 1962, c'était la journée de l'indépendance officielle de l'Algérie. Quoique l'Algérie était indépendante depuis le 3 juillet, avec l'annonce officielle du général de Gaulle, mais la fête nationale, c'était le 5 juillet, et ce jeudi, au lieu jusqu'à midi, c'était les fêtes. Européens et Algériens se retrouvaient ensemble, et à partir de 11h45, à partir de midi, le climat a totalement changé, et le vert, blanc, rouge, le drapeau algérien, les couleurs ont cédé la place à la couleur rouge du sang. Nous sommes allés voir Ben Bella, qui était accompagné de Boumedienne, qui nous a reçus à la préfecture de Tlemcen, et à qui nous avons expliqué la situation. Et il nous a assuré qu'il allait faire tout ce qu'il pourrait pour faire libérer les gens qui étaient encore en vie. Et effectivement, nous avons récupéré une vingtaine de personnes. C'était les bandes incontrôlables qui ont retenu les gens, soit dans des hangars, dans des caves de villas, etc. Mais c'était, il faut le préciser, et la CATS en témoigne dans ces témoignages. Ce sont les éléments de la RLN qui ont protégé et qui ont libéré les Européens. Et nous avons des listes d'Européens libérés qui ont été remis à Jean Herly, le consul, avec PV, avec les noms des personnes libérées. La population algérienne, européenne d'Algérie, dans sa majorité, s'est sentie associée aux exactions de l'OAS. Elle a parfois beaucoup applaudi à des assassinats, des crimes, à des incendies, à des exactions, tellement ils étaient désespérés aussi, il faut reconnaître. Ils avaient cru que c'était leur pays. En réalité, c'était une ère coloniale qui s'achevait, elle s'est achevée dans la douleur. À partir de fin avril, les Européens quittent l'Algérie par milliers, ne tenant pas compte de l'interdiction faite par l'OAS. Ils brûlent tout ce qu'ils ne peuvent emporter. L'Algérie française, dont certains avaient rêvé, est finie. Après 132 ans de présence coloniale, l'Algérie accède à son indépendance au bout de 7 ans et demi d'une guerre impitoyable.